Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'une des vidéos que j'attendais le plus cette année. C'est mon top 12 de mes meilleures lectures de cette année. Et vous allez voir, pour pouvoir les choisir, j'ai décidé de prendre chaque mois la meilleure lecture que j'avais eue. Alors vous allez voir, certains de mes avis par rapport à certaines lectures sont un petit peu mitigés, mais parce que malgré le fait que ce n'était pas mes meilleures lectures, ça restait de très bonnes lectures et elles ont été dans le palmarès de cette année, donc malgré les défauts, c'est que quand même elles m'ont marqué. Vous allez voir, j'ai un petit peu triché parce que j'ai eu un mois particulièrement bon, vous allez vite comprendre, et ça rattrape le mois de septembre, octobre et novembre, et du coup décembre par la même occasion, puisque ce sont des mois où je n'ai pratiquement pas lu, c'est-à-dire qu'en 3 mois j'ai terminé un seul livre. Vive la médecine. Du coup, ça m'a permis de compenser et quand même vous sortir mes 12 meilleures lectures de l'année. On va commencer. Pour ceux qui me connaissent, vous allez voir des livres dont je parle encore et encore et encore tout le temps sur mes réseaux littéraires qui sont Instagram et TikTok. J'espère pouvoir vous donner envie de les lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous en avez lu certains. Le premier, et pas des moindres, Atlas Six de Olivia Blake, publié chez Michel Lafon. Ce fut une lecture incroyable. Ça n'a pas été de tout repos puisque c'est une lecture Dark Academia dans laquelle on va retrouver des personnages moraligrés. Je vais juste vous faire un petit pitch dans la foulée, mais sachez que ce qui rend compliqué la lecture de cette histoire, c'est qu'on va suivre 6 points de vue différents et qu'il faut savoir jongler entre ces 6 points de vue puisqu'on a 6 personnalités complètement différentes et c'est très particulier. Dans cette histoire, on va être dans le monde actuel, juste il y a des académies de magie et ce sont les personnes avec des pouvoirs magiques qui dirigent un petit peu le monde, qui sont les élitistes. Je crois que les humains ne savent pas que la magie existe. J'ai peur de vous dire des bêtises, ça commence bien. J'ai adoré. Vraiment, si vous aimez les académies de magie, si vous aimez les jeux de pouvoir, si vous aimez la magie et surtout la vibe Dark Academia, vous allez adorer cette histoire. On n'est pas du tout sur une romance, on n'est pas du tout sur quelque chose que personnellement j'ai l'habitude de lire et très sincèrement c'est une histoire qui m'a complètement convaincue. Premièrement, j'ai adoré comment l'autrice a décidé d'aborder le système de magie et on va être avec eux en cours, entre gros guillemets, et l'approche qu'il va y avoir, c'est une approche très philosophique et c'était hyper intéressant. J'y étais, j'avais l'impression d'être avec eux, de suivre les cours et d'apprendre des choses. Et ça rendait le tout tellement concret que moi ça m'a convaincue. Cette fin par contre, j'ai été un petit peu déçue. J'avais l'impression que ça allait un petit peu trop loin à mon goût. À voir, j'ai pas encore lu le tome 2, peut-être que le tome 2 va complètement répondre à des questions que j'avais dans ce tome 1 et va peut-être rattraper cette fin ou en tout cas me donner une logique que je n'ai peut-être pas eue pour expliquer cette fin. Mais en tout cas, sachez que je vous le recommande fortement. Il y a un petit peu de violence, il y a surtout beaucoup de jeux de manipulation, mais en tout cas c'était phénoménal. Pour le mois de février, je vous ai choisi, et pas des moindres, La Tour des Immortels de Orlan Grey, publié chez Corrigan. Déjà c'est un très très beau bébé, hein, voilà, très beau relié collector. Pour le coup j'ai été partenaire Corrigan cette année, et je dois avouer que la qualité de l'intérieur des livres, c'est-à-dire les mots, il y a énormément de fautes de frappe, de fautes tout court, je ne l'ai pas trouvé au top. Par contre, la qualité de l'objet livre est toujours divine. Vraiment toujours divine, surtout leur relié collector. J'ai rien à redire dessus, c'était vraiment top. Au-delà de ça, La Tour des Immortels, c'est le premier roman d'Orlan Grey que je lis et ça a été un véritable coup de cœur. Mais vraiment, ça a été mon premier coup de cœur de l'année. On va être sur une fantasy dans des vibes très désertiques. On va suivre une reine, Jaï, qui doit protéger son peuple et qui maîtrise la magie du feu. Et un jour, son peuple va être attaqué par certaines créatures et on va rejeter la faute sur un excommunié, si je peux appeler ça comme ça, qui n'est autre que son ex pour qui elle a encore des sentiments. C'est un fou du bus, voilà. Mais alors, mon Dieu, tout ce périple, et puis Jaï, mais juste Jaï, c'est une femme divine. Avec le type de mentalité qu'on aime, c'est vraiment la femme forte, c'est la femme qui a du caractère. Oh, mais tout était incroyable. Voilà. C'est pas le livre
parfait, je dois l'avouer. Ce n'est pas le livre parfait, mais moi, il m'a complètement convaincue. J'étais à fond et pourtant, je ne suis pas fan des fantaisies qui prennent place dans des milieux chauds, désertiques. Moi, je préfère clairement la forêt, les montagnes et le froid. Mais malgré tout, elle a réussi à me faire aimer cet environnement-là. J'ai été plongée dedans. C'est très inspiré un petit peu de tout ce qui est Égypte, si je puis me permettre. Et c'était vraiment incroyable. C'est un one-shot qui fait partie du Greyverse. Le Greyverse, c'est un monde dans lequel certains des livres d'Orlan Grey, quand bien même ils sont soit des stand-alone, donc du coup des one-shots, soit une duologie, ils sont interconnectés. Et il y a surtout un ou deux personnages qu'on retrouve constamment dans ces romans. Vous allez voir un autre roman d'Orlan Grey, je vous spoil un petit peu dans la suite de cette vidéo, mais oh là là, c'était incroyable et en plus j'ai beaucoup aimé sa plume. Voilà, j'y étais très sensible. Donc franchement, si vous cherchez un one-shot de qualité, je vous conseille La Tour des Immortels. On va complètement changer de registre, vous allez comprendre. Au mois de mars, j'ai lu quelque chose qui m'a retourné et qui en plus fut une première expérience très qualitative. J'ai lu de chez Comet Heartbreak Hotel de Nicole Ariana Beltramini et Agnese Innocente, qui m'a gentiment été envoyé par la maison d'édition. C'était incroyable, c'est un roman graphique. Je vais essayer de vous mettre des insertions d'écran pour vous montrer la qualité des dessins. Rien que déjà, vous voyez la colorimétrie de la couverture. Sachez que les dessins sont très similaires et les couleurs pareilles. J'ai adoré. J'ai adoré, je l'ai lu en même pas 2 heures, j'ai été transportée. On va retrouver de jeunes personnes qui se retrouvent un jour dans un hôtel imaginaire. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Ils vont faire la rencontre les uns des autres et le but, c'est qu'ils puissent réparer leur propre petit cœur. Ce sont des gens qui ont vécu des drames, plein de drames différents, et qui vont essayer de se reconstruire à travers cet hôtel imaginaire. Ça m'a chamboulée. J'ai pleuré, j'ai versé ma larme parce que on va aborder certaines thématiques qui sont extrêmement poignantes, extrêmement touchantes, au travers de dessins qui sont très réalistes et très bien faits. Et quand bien même c'est court, que je l'ai lu en 1 à 2 heures, ça me reste encore. Ça me reste sur le cœur. C'est une leçon de vie et waouh, juste waouh. Si vous voulez quelque chose qui se lit rapidement, qui vous fait avoir un échappatoire différent, qui va vous apprendre quelque chose, qui va vous bouleverser. Si vous voulez quelque chose qui change un petit peu de ce que vous lisez, si vous voulez quelque chose qui vous sort d'une panne de lecture, ou si vous voulez également faire un cadeau, moi je vous conseille fortement Heartbreak Hotel, parce que c'est quelque chose. Franchement, je vous dis, c'est quelque chose. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais comme je vous dis, ça me reste. Franchement, ça me reste sur l'esprit, ça me reste sur le cœur, et c'est une expérience que je n'oublierai pas. Je vous avais spoilé, mesdames et messieurs, La Reine de Orlan Grey. J'ai fait tomber quelque chose. J'ai fait tomber le petit marque-page. Oupsie. La Reine de Orlan Grey, le premier tome de l'Empire des monstres, publié chez Addictazy. Sachez que je n'ai pas encore lu le tome 2, mais que je vais absolument le lire avant la fin de 2025, qui est dans 3 semaines. Voilà. Donc je peux pas vous donner mon avis complet sur la duologie. Mais sachez que c'est la duologie, en plus de la Tour des Immortels et en plus du Prince de l'Autre Monde, qui font partie du Greyverse. Attention, pour le coup, on est plutôt sur une dark fantasy / dark romantasy. C'est pas du tout la même vibe que la Tour des Immortels pour le coup. Énormément de trigger warning, beaucoup plus sombre. Toujours un protagoniste masculin très fou du bus. C'était spécial. C'était spécial dans le positif parce que moi je suis pas quelqu'un qui lit énormément de dark fantasy, dark romantasy, dark romance. C'est pas trop mon truc. Je lis pas de thriller, je lis pas de polar. J'en lis pas beaucoup parce que quand je lis, j'ai envie de ressentir des émotions certes, mais j'ai envie d'avoir un peu de paillettes dans ma vie. Et c'est souvent moi qui suis sujette à l'anxiété, c'est souvent des gens littéraires quand c'est dark qui me créent un peu d'anxiété, donc j'ai du mal, mais certains sont vraiment bien faits, et il y en a certains que je lis, puisque je lis certaines dark romances ou autres, et j'ai lu La Reine de Orlan Grey, et j'ai adoré, voilà, sachez-le. Je vais pas trop vous raconter l'histoire, parce que j'aurais peur de mal la raconter, ou voire même de vous spoiler, ce qui n'est pas le but. Sachez juste que j'ai trouvé que la plume était encore meilleure que dans La Tour des Immortels, que j'ai trouvé aucun défaut objectif à ce roman, que ça n'a pas été un coup de cœur parce que il y a aussi cet aspect dark qui, je pense, m'empêchera toujours d'avoir un coup de cœur, mais c'était un bon 4 voire 4,5 sur 5 parce que franchement on ne s'ennuie pas. Tous les objectifs de l'épopée, de l'histoire, tout ce que vous voulez sont clairs, nets, précis et
logique et que cette fin, on ne peut qu'avoir envie de lire la suite. La seule raison pour laquelle je n'ai pas encore lu le tome 2, c'est à cause de mes études et de mes partiels, même si ça fait un petit moment que je l'ai reçu déjà. Mais voilà, j'ai adoré et il me tarde de tomber dans le tome 2 parce que j'ai cru comprendre qu'il était encore meilleur que le tome 1 et waouh. Waouh. Lisez La Reine. On change encore une fois de registre, mais pas trop. Mad Majesty de Delinda Dane, le premier tome d'une trilogie des Majesty. Je crois que c'est les Majesty. Il me semble. C'était pas un coup de cœur, très sincèrement. C'est un livre que, depuis sa sortie, je voulais lire. Je l'ai reçu à Noël. Et franchement, c'était une très très bonne lecture. C'était une très très bonne lecture, sinon il serait pas dans cette vidéo. Mais, je sais pas. Il a quand même manqué ce petit truc qui m'a fait échapper le coup de cœur. Je pense que c'était la plume. Très sincèrement. Parce que j'ai déjà lu du Delinda Dane, j'avais lu d'elle Scottish Rhapsody, qui pareil, avait franchement été une très bonne lecture, mais qui n'avait pas été transcendant. J'ai ressenti la même chose avec ça, mais j'avoue que j'y ai passé un excellent moment. Et en plus, Delinda Dane a fait un très beau clin d'œil à Scottish Rhapsody dans ce roman, et ce n'était pas pour me déplaire, je vous le cache pas. J'ai déjà lu le tome 2, il me manque juste le tome 3 que j'ai en ma possession mais que je n'ai toujours pas lu, pour les mêmes raisons évoquées précédemment. J'ai préféré le tome 1, j'avoue, parce que on va être sur le monde actuel. En fait, j'ai envie de dire, c'est une réécriture de la monarchie anglaise sans être vraiment une réécriture de la monarchie anglaise, parce que le but, c'est pas de réécrire, mais juste, elle se base sur la monarchie anglaise tout en prenant certaines libertés sur l'étiquette, etc. Elle le dit d'ailleurs au début de son roman. Mais juste, c'est... On va suivre un mec qui est le futur roi d'Angleterre à l'heure actuelle, hein, en 2023, je sais pas quelle année ça a été écrit ce roman, bref, dans les années actuelles, quoi. Et il doit se marier, évidemment. Sauf que lui, il a envie un petit peu d'enquiquiner sa mère, qui est psychorigide et qui attend de lui un peu trop de choses. Et du coup, il va tomber sur une roturière avec beaucoup de caractère et il va se dire mais c'est toi que je veux. Sachant que, petit détail, à la base, sa mère, c'est la sœur de cette fameuse roturière qu'elle voulait pour lui. Mais lui, il n'était pas d'accord. Et c'est un peu, je dirais pas un enemies to lovers, parce que c'est pas vraiment le cas, mais elle est un peu réticente. Elle méprise la monarchie par-dessus tout. Et alors, se retrouver entichée d'un prince qu'elle aime pas, et en plus être obligée de se marier avec, mais alors non merci. Évidemment, vous allez comprendre que à chaque fois qu'il y a un personnage qui n'aime pas forcément l'autre, ça emmène à des joutes verbales qui sont extrêmement drôles, et j'ai adoré. Franchement, ça, j'ai adoré. Il y avait ce petit truc de plume qui m'a dérangé et je dirais que ce petit truc de plume qui m'a dérangé, c'est quelque chose que je retrouve assez généralement dans les romances actuelles et ça m'embête. Sincèrement, ça m'embête. Et ça, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, j'en ai déjà parlé sur TikTok, mais c'est ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à lire de la romance maintenant. C'est à cause de ça. C'est que j'ai l'impression que le langage courant utilisé est un peu trop courant, voire même tire sur le vulgaire. Et selon moi, on ne doit pas écrire comme on parle. Voilà. Pour moi, la lecture, l'écriture, la littérature, on fait un effort. On fait un effort. Voilà. On varie les mots. On utilise des synonymes, des belles tournures de phrases. On n'est pas obligé de rentrer dans de la poésie, c'est pas ce que je demande. Mais parfois, et notamment dans les dialogues, je trouve ça trop vulgaire et je vous jure que ça me coupe de ma lecture. C'est le petit défaut que j'ai trouvé à ce roman, qui honnêtement aurait pu être un coup de cœur s'il n'y avait pas eu ce petit truc. Après, je suis très sensible. Franchement, j'avoue être très tatillon sur le sujet et ça peut faire retirer 0,5 voire même 1 point à une lecture. Sachez quand même que ça fait partie de mes meilleures lectures de cette année. The Wine Weaver de Julie Johnson, publié chez Hugo Romantasy. J'avoue que je suis étonnée qu'il soit là, mais pas tant que ça, parce que ça avait vraiment été une très très bonne lecture, et je sais que tout le monde ne partage pas forcément le même avis que moi. C'est une très bonne romantasy. Objectivement, c'est une très bonne romantasy. On va suivre une jeune femme faillée qui est traquée parce que dans le monde dans lequel elle habite, on essaye de tous les éradiquer. Elle va se faire choper et au moment où on essaye de la zigouiller, il y a le général qui va débarquer, qui va dire non, 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 non. Laissez-la moi un petit peu, je vais jouer avec. Et en fait, elle se rend compte que, elle sait pas trop pourquoi, mais il la garde et après elle va comprendre que, en fait, il veut se servir d'elle pour quelque chose. Je vais pas aller plus loin, mais sachez que c'est une romantasy dans laquelle, pareil, on va utiliser la magie des éléments. On va avoir un univers un peu froid avec des forêts et tout, des montagnes, donc c'était pas pour me déplaire. Des créatures magiques, c'est vraiment de la high fantasy, si vous voulez. Voilà. C'est vraiment un univers complètement reconstruit, avec plein de créatures différentes, etc. J'ai beaucoup aimé le côté romance de cette histoire, quand bien même, je dois avouer qu'on va avoir un autre monsieur, et que je trouvais
que la protagoniste, ceci n'est pas un spoil, avait peut-être plus d'alchimie avec l'autre personnage qu'avec le personnage principal. Bon, ok. C'est pour ça aussi que j'ai très envie de lire le tome 2 qui arrive en 2026, parce que je sais que ce deuxième personnage sera plus central, et j'ai très envie de voir son histoire parce que je l'ai adoré, sachez-le. Voilà. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, c'est que ça regroupe énormément de thématiques que l'on a l'habitude de lire dans les autres fantasy, que j'aime, et c'est aussi ce qui a été son inconvénient pour beaucoup de gens, c'est qu'ils avaient l'impression de lire du réchauffé. Moi, j'ai pas forcément trouvé que je lisais du réchauffé. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'éléments qui fonctionnaient très bien, que j'ai retrouvés. Il y avait quand même sa petite touche, je trouve, d'originalité. Après, c'est sûr que la fantasy slash romantasy, c'est pas mon genre de base. C'est-à-dire que j'en lis beaucoup, mais je lis d'autres choses. Peut-être que les gens qui ne lisent que ce genre littéraire vont trouver que c'est pas le meilleur de la romantasy, de la fantasy, ce que je peux comprendre, voilà. Quand on est expert dans un domaine, je pense pas que ce soit la meilleure lecture de sa vie, mais honnêtement, j'ai franchement bien aimé. Et j'ai très très hâte de lire la suite, et je vous le recommande, soit si vous souhaitez commencer le genre de la romantasy, soit si vous en lisez un petit peu déjà et tout, et que vous voulez lire autre chose qui est franchement sympa de Wayne Weaver. C'était franchement cool, et je comprends pas pourquoi il a pas la hype qu'il mérite sur les réseaux, je le dis, voilà. Il me semble que ça, c'est le mois de juillet ou d'août. Et c'est là où j'ai triché. C'est que j'ai eu un mois avec quasiment que des coups de cœur. Et du coup, j'ai regroupé 3 lectures. Voilà, j'ai triché en un mois. Ce qui rattrape, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les mois de fin d'année où j'ai pas trop eu le temps de lire. Mais vous allez voir, ça, c'est vraiment des lectures coup de cœur qui font dorénavant partie de mes lectures préférées de tous les temps. Alors, ça dépasse pas encore mon top 3, mais c'était vraiment excellent. Midnight Kiss de Acacia Black, publié chez Hugo Roman. C'était incroyable. Et pourtant, ça partait pas si bien que ça, parce que si vous vous souvenez de ce que j'ai dit concernant les plumes, j'ai retrouvé un petit peu ce problème-là, très légèrement. J'avoue qu'au début, ça m'a un peu marqué, quand bien même par la suite, j'ai trouvé qu'en fait, j'avais peut-être été un peu trop dure avec cette plume, et qu'au final, il y a quand même pas mal de passages, je l'ai quand même pas mal annoté. J'ai trouvé quand même qu'il y avait pas mal de passages très bien écrits. Franchement, très très bien écrits. Et je trouvais que l'autrice, c'est mon premier roman d'elle, je trouvais que l'autrice arrivait à mettre des mots sur beaucoup d'émotions et de ressentis complexes que ressentaient les personnages. Et j'aurais pas dit mieux. Voilà. Donc déjà, gros point positif. Ensuite, c'est une romance très touchante, qui pourtant ne touche pas un domaine qui me marque plus que ça, puisque ça va toucher le domaine du sport et plus précisément du basket. Et je vous cache pas que le basket, c'est un des sports que j'apprécie le moins. En tout cas, c'est un sport dont je m'en fiche, mais comme de l'an 40. Et pourtant, j'ai adoré. J'ai adoré la psychologie des personnages. J'ai adoré le fake dating, voire même le mariage arrangé. J'ai adoré l'histoire commune des protagonistes. J'ai adoré Cassius King, qui est le protagoniste masculin, qui est un green flag ambulant. Attention, green flag ambulant ne veut pas dire n'a aucun défaut, mais c'est un être humain. Et c'est un très bel être humain. J'ai adoré le caractère de Nova, quand bien même parfois j'étais pas forcément d'accord avec ce qu'elle faisait. J'ai adoré les personnages secondaires, et il y a des événements qui se passent dans ce livre qui m'ont bouleversée à un point inimaginable. Je ne pensais sincèrement pas que ce roman allait être un coup de cœur. Je savais que ça allait être une très bonne lecture, mais waouh, juste waouh, une épopée d'émotions. C'était incroyable, et rien que pour Cassius King, lisez ce roman. Vous verrez du coup petit à petit la pile derrière moi s'agrandir, parce que faut que je trouve une place pour mettre les livres. Je pense que c'est l'une des meilleures romances que j'ai lues de ma vie. Le tome 3 de Kings of Sin de Anna Wang, toujours publié chez Hugo Roman, puisque c'est un peu le pilier de la romance. C'était incroyable, mon Dieu, c'était incroyable. J'avais déjà lu le premier tome, qui avait été une bonne lecture, mais sans plus. Enfin, franchement, c'était de la romance, quoi. De classique. J'avais lu le tome 2, que j'avais bien aimé. Pareil, comme le tome 1, c'était différent, mais tranquille. J'ai lu ce tome 3. Je savais sur qui allait porter ce tome 3. Et je savais déjà que j'allais le préférer au tome 1 et au tome 2. Et je savais que ça allait être un coup de cœur. Et pour le coup, j'ai pas été déçue. On va suivre Dominique et sa femme, qui malheureusement ont un mariage qui bat de l'aile, qui va amener à un divorce. Et on va suivre la reconstruction des deux. Et surtout, comment elle va essayer de se reconstruire, et comment lui va essayer de la reconquérir. C'était incroyable.
C'était incroyable. C'était bourré de maturité, c'était prenant, c'était marquant. C'était la première fois que je lisais une trope telle que celle-ci. Et waouh. Waouh. Franchement, waouh. J'étais sur le cul. Lisez ce roman. Celui-ci n'a pas été un coup de cœur, mais franchement un bon 4,75. Et vous allez comprendre. J'ai lu Powerless de Lauren Roberts, publié chez Olympe. Et franchement, j'ai été très agréablement surprise. J'avais très peur de lire ce roman, ça faisait au moins 2 ans qu'il était dans ma pile à lire. Et au vu des avis très mitigés que j'avais lus et vus, j'avais peur. Franchement, j'avais peur parce que la traduction, a priori, n'était pas très bonne, que du coup la plume ne rendait pas très bien, et que c'était un condensé de tout ce qu'on connaissait, que c'était quasiment du plagiat, plein de trucs. Du coup, j'avais très peur. Alors, Powerless, je pense que vous connaissez tous l'histoire, mais globalement, pareil, on va être dans un monde complètement inventé, et il va y avoir des jeux mortels, et des pouvoirs, et bref, on va suivre Paedine, qui est une jeune fille des rues, qui va se retrouver sélectionnée. Et entre-temps, elle a déjà fait la rencontre de 2 personnages qui vont faire partie de l'arène avec elle, dont Kai. Voilà, le fameux. C'était franchement très bien. On ne s'ennuie pas, il y a toujours de l'action, la relation entre les personnages est pépite, la relation qu'il y a avec les personnages secondaires est pépite, la plume ne m'a absolument pas dérangée. Non, franchement, j'ai trouvé que les gens avaient été très durs. Alors, après, je n'ai pas lu les romans dont on soupçonne qu'elle a plagié. C'est vrai que même les personnes qui ont apprécié ont dit que ça ressemblait quand même beaucoup à ces fameux romans, je ne saurais même plus vous dire le nom. Mais j'avoue que c'est une très bonne romantaisie. Franchement, on va pas se mentir, c'est une très bonne romantaisie. Surtout si vous voulez commencer dans le genre littéraire, c'était top. Cette fin, c'était pour m'achever. Non, franchement agréablement surprise. Ça fait partie de mes meilleures lectures de cette année. Et en plus, j'ai rencontré l'autrice en dédicace. Adorable. Très adorable. Donc non, très très bien. Vraiment, je l'ai dévoré. Juste petit inconvénient, les reliés collecteurs de chez Olympe, ma bête noire, ma némésis. Ils s'abîment, alors même qu'on ne touche pas au livre. Bref, passons. On arrive sur la fin. Là, j'ai triché. Mais après, les deux, je les ai lus en 2025. Voilà. C'est un tome 1 et un tome 2. Vous allez voir, je vais essayer de les prendre les deux en même temps. Ça risque d'être compliqué, on va essayer de faire ça bien. C'est le tome 1 et le tome 2 des Royal Thorns de Léa Nemesia, publié chez Hugo, toujours Hugo. Alors on a Insomnia et Nostalgia, les deux sont d'une beauté canonissime. On va garder le tome 1, voilà, ce sera plus facile. C'est de la Dark Academia, voilà, on l'aura compris, c'est un peu une trope, ou un trope, je sais pas comment on dit, que j'adore, que j'affectionne vraiment beaucoup. On va se retrouver à Oxford, exactement. Dans ce tome 1, on va suivre Skyler qui fait partie quand même d'une famille un peu spéciale, qui traîne dans des trucs pas très nets. Donc elle a été élevée un peu à la dure, voilà, elle sait se battre, elle a un caractère bien trempé. Elle va faire la rencontre de Stan un jour, qu'elle va retrouver lorsqu'elle va débuter ses études à Oxford. Elle va comprendre que Stan fait partie de trucs pas très nets, lui non plus, et une relation va s'installer entre les deux. En fait, ça m'a beaucoup fait penser, sans avoir vraiment de rapport avec, à Atlas Six. Il va y avoir des jeux de pouvoir, il va y avoir de la manipulation, il va y avoir ce côté Dark Academia, quand bien même là c'est une romance contemporaine et que l'autre c'est de la fantasy, rien à voir, mais franchement c'est typiquement les tropes que j'adore. Je dirais qu'il y avait ce petit truc dans la plume qui m'a dérangé, vous avez l'habitude maintenant, mais j'avoue que en vrai ça va. En vrai ça va. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être un coup de cœur si la plume avait suivi franchement. Mais j'ai adoré. Les personnages sont complexes, il y a pas mal de choses qui se disent que j'aime beaucoup. Pareil, qui sont très justes. Les personnalités, mon Dieu. C'était pour m'achever. Les personnages secondaires. En fait, tout était bien. L'histoire, tout était bien. Et alors, ce tome 2, ça, c'était pour m'achever. Cette histoire-là, oh mon Dieu. On a introduit des nouveaux personnages. Mais j'ai tellement hâte de voir quand l'histoire va porter sur eux, comment leur histoire va évoluer. Non, c'était franchement incroyable. Si vous aimez l'ambiance Dark Academia, que vous aimez les personnages complexes, moraligrés, qui sont pas toujours très nets. Attention quand même, il y a toujours des trigger warnings. Enfin, dès que c'est de la dark quelque chose, c'est un peu... voilà, il y a pas mal de troubles psychiatriques et psychologiques, il y a pas mal de violences psycho... Enfin, il y a pas mal de choses, voilà. Faites attention quand même. Mais, waouh, c'était... Franchement, j'ai beaucoup de mal avec la romance, mais ces trucs-là, ça a grave fonctionné avec moi. J'ai hâte de lire le tome 3 qui va sortir très prochainement. Et j'ai adoré. Je ne peux que vous recommander cette duologie. Pareil, j'ai entendu pas mal d'avis mitigés. Je ne saurais pas vous redire quels étaient les arguments. J'ai complètement oublié.
Moi en tout cas, je vous donne des arguments positifs. Lisez ces romans. Et pour terminer, une petite cozy fantasy. Ouch! La bibliothèque de la reine sorcière de Stéphanie Burgess, publiée chez Corrigan. Très beau livre. J'avoue que là, ça m'a un peu étonné que la couverture, ce soit une couverture assez souple et qu'il n'y ait pas de jaquette. D'habitude, il y a une jaquette et une hardcover. Je sais pas comment on dit, une couverture rigide. Voilà, avec plein de dorures. Là, c'est une couverture, vous savez, souple avec une double page qui peut servir de marque-page. J'ai pas le langage littéraire, je sais pas honnêtement. Franchement, c'était cool. C'était pas un coup de cœur. C'était une très bonne lecture. De la cozy fantasy, comme on aime, avec des petits rebondissements. On s'ennuie pas. Des personnages haut en couleur, c'est le cas de le dire. Pas mal d'enjeux politiques sans que ce soit trop complexe, parce qu'on reste sur de la cozy fantasy quand même. Non, franchement, c'était cool. Franchement, c'était cool. Elle a une réputation de reine infâme, c'est-à-dire d'une reine... comment dire, dure de caractère qui n'hésite pas à s'en prendre aux gens qui se mettent en travers de son chemin. Lui, il fait partie de la très très haute société puisqu'il est censé être le régent d'une contrée et qu'en fait on l'évince depuis son plus jeune âge parce que c'est son oncle qui règne à sa place et que son oncle essaye de le tuer pour qu'il soit enfin légitime de rester sur le trône. Donc lui il va essayer de s'échapper et aller se réfugier chez cette reine infâme, donc il a très peur d'elle et elle va être persuadée que c'est le mec qui doit gérer sa... Enfin c'est un mage noir qui doit gérer sa bibliothèque. Donc elle est persuadée, elle veut rien entendre, hein. Pour elle c'est lui. Donc il va se faire passer pour lui. Parce qu'en fait elle est censée détester le régent de la fameuse contrée. Bref, j'explique très mal. J'explique vraiment très mal. Mais globalement c'est ça. Et évidemment, à un moment donné, elle va apprendre qui c'est. Je vous passe les détails. Mais c'est des reins. Franchement, j'ai bien aimé où allait l'histoire. Je sais qu'il y a une suite. Je sais pas si je lirai la suite parce que je trouve que ce tome se suffit très largement à lui tout seul. À voir. Franchement, à voir sur qui va porter le second tome parce que je ne pense pas qu'on va suivre la continuité de ces personnages, mais qu'on va plutôt parler des autres reines infâmes, qui sont au nombre de 3 du coup. Je sais pas. À voir. Mais en tout cas, Saskia, la reine, j'avais un petit faible pour elle parce que c'est une femme qui est très forte, mais qui a aussi beaucoup de sensibilité en elle. Et j'ai adoré. Et lui, très bien. Très, très bon monsieur, très, très bon book boyfriend. J'ai rien à redire. Franchement, c'était très bien. Pareil, si vous voulez commencer le genre, que vous aimez la cozy fantasy ou autre, vous allez beaucoup apprécier. C'était pas très compliqué, le plume était sympa. Non, tout était sympa. Voilà pour mes meilleures lectures de 2025. J'ai changé de main parce que j'ai plus de sang dans cette main-là. Voilà. C'est horrible, j'ai plus de doigts. Dites-moi, vous, quelles étaient vos meilleures lectures de 2025 ? J'ai hâte de faire la même chose pour 2026. J'ai essayé de tenir mon rythme de lecture cette année. Ça a été facile en début d'année, puisque j'avais redoublé ma deuxième année de médecine, donc j'avais un peu de temps. Là, vu que j'ai repris un rythme soutenu, puisque je viens de rentrer en troisième année de médecine, c'est un peu plus compliqué pour lire. J'espère que mon année 2026 sera riche en lecture tout de même. Bon, on verra. Mais en tout cas, j'ai eu vraiment de belles lectures. J'ai lu pas mal de choses diverses et variées. Vous avez quand même vu qu'il y a pas mal de maisons d'édition qui reviennent parce que j'ai été cette année partenaire de la maison d'édition Corrigan et Hugo Roman. Donc forcément, je devais lire les services presse qui m'étaient envoyés et ça m'a permis d'avoir d'excellentes découvertes et j'ai été très heureuse de faire ça. Malheureusement, je ne suis plus partenaire d'aucune maison d'édition et c'est aussi mon choix. Mais j'ai hâte de pouvoir enfin sortir pas mal de livres qui sont dans ma pile à lire qui fait 170 livres et peut-être découvrir de magnifiques pépites qui, je sais, m'attendent très au chaud sur les étagères. N'hésitez pas à me dire lesquels vous avez lus, lesquels vous avez envie de lire et quelles ont été vos meilleures lectures de 2025. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis passez de belles fêtes.